qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Évidemment, la définition est incontournable. Mais la définition, elle mérite d'être attentivement regardée. Alors, la première définition, c'est l'émotion, c'est un choc affectif très fort qui entraîne à la fois ce que j'appellerais un désordre psychologique et une effervescence physiologique. Voilà. En gros, c'est les définitions d'aujourd'hui, c'est ce que vous trouvez dans le Larousse lorsque vous l'ouvrez, ou c'est ce que le Robert vous dit. Pourquoi la définition mérite d'être regardée attentivement? Parce qu'elle a varié avec le temps. Lorsque vous lisez le dictionnaire universel d'Antoine Furetière, dont la première édition date de 1690, vous trouvez en gros cela. Vous trouvez c'est un trouble, c'est un choc, etc. Mais vous trouvez aussi une idée à laquelle on ne s'attend pas et qui est la suivante: un exercice peut provoquer de l'émotion. Alors, apparemment, c'est tout à fait dans le cours d'aujourd'hui. Un exercice, ça vous trouble, vous êtes ému à la fin, vous ne vous attendiez pas à faire telle performance, etc. C'est pas du tout ce que dit Furetière. Furetière, en fait, dit un exercice provoque de l'émotion parce qu'il crée des mouvements à l'intérieur de votre corps. Mais ce mouvement, lui, il ne le relie pas forcément à de l'affect. Vous voyez, il le relie simplement à quelque chose qui est de l'ordre mécanique. Donc, le mot émotion surgit d'abord dans un univers qui est relativement mécanique. Par exemple, Joinville, décrivant la vie de Saint-Louis, il dit « Saint-Louis s'est ému de tel endroit à tel autre endroit », s'est ému, il s'est déplacé. Et donc on voit comment la notion, elle, c'est ça que je trouve très intéressant historiquement, si vous voulez. La notion, elle naît d'abord d'une idée de mouvement, d'une idée d'agitation, pour ensuite s'orienter progressivement vers un contenu beaucoup plus psychologique qui donne du sens à l'affect. Alors, vous publiez l'histoire des émotions. Oui. Est-ce que le processus de civilisation n'est pas finalement un processus qui vise toujours plus à gérer et à contrôler les émotions? Oui, alors c'est une question qui est absolument fondamentale. C'est les fameux textes de Elias, entre autres. Alors il est bien évident que le processus, ça je reprends ce que vous venez de dire et je suis totalement d'accord, le processus occidental tend à gérer en particulier ce qui est de l'ordre de l'effervescence brutale émotionnelle. Et on le voit dans des exemples très précis comme la violence. L'État qui s'organise dans le sens moderne du terme à partir du XVIe siècle, c'est un État qui tente de contrôler la violence, c'est-à-dire qui tente à interdire le duel, à interdire les affrontements entre grands responsables de la noblesse, entre les régions les unes par rapport aux autres. Donc il s'agit finalement de relativement pacifier le dispositif des émotions. À ce moment-là, on pourrait avoir l'interprétation suivante. Finalement, le monde moderne tend à annuler, tend à abaisser, tend à effacer, tend à, au fond, proposer du recul à l'univers émotionnel. Il y a d'ailleurs eu tout à fait des interprétations de ce genre. Le texte de Bakhtin, par exemple, montre très très bien que le passage du monde médiéval au monde moderne, c'est le passage qui va dans le sens d'un silence effectué aux émotions. Or, personnellement, j'aurais tendance à interpréter ça différemment. J'aurais tendance à interpréter cela d'une manière qui confirme, effectivement, le fait que l'univers, au fond, de l'émergence brutale de l'émotion, s'efface. Mais au bénéfice de quoi? Au bénéfice d'un enrichissement intérieur, au bénéfice d'une entrée dans des nuances de plus en plus fines, dans des sortes de dissections de plus en plus, au fond, je dirais, euphémiques, mais néanmoins profondes et intéressantes, dans la diversité intérieure, vous voyez. Et je reviens à l'exemple que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour moi, le courtisan du XVIe qui se livre à la danse, à la musique, qui va écouter des pièces de théâtre, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus retenu par rapport au chevalier médiéval, c'est-à-dire qu'il ne se laisse plus emporter par sa passion, par sa pulsion, etc. Et en même temps, c'est quelqu'un qui cultive de façon intense un univers intérieur. Il y a un exemple très intéressant, je trouve, chez Montaigne. Montaigne est un de ceux qui tentent à la fois, sur cet exemple précis, de garder, je dirais de façon un peu brutale, un pied dans le monde de la chevalerie médiévale et en même temps un pied évidemment dans la modernité. Donc Montaigne est quelqu'un qui dit, mais ça je trouve ça très important, quelqu'un qui dit mais comment pouvez-vous apprendre à manier l'art de l'épée? Ce qui compte,
c'est l'affrontement. Ce qui compte, c'est le courage. Ce qui compte, c'est, je dirais, les sortes de pulsions immédiates qui consistent à battre l'homme. Qu'est-ce que c'est que cet apprentissage qui est de l'ordre de l'artifice et qui est de l'ordre de la tromperie, qui est de l'ordre de la ruse? Vous voyez, la force ancienne disparaît. Donc, dans un certain aspect, c'est quelqu'un qui est nostalgique par rapport au monde ancien. Et d'un autre côté, c'est très curieux, mais c'est en même temps très important. Montaigne va dire le duel, c'est quand même absolument inacceptable. On ne se venge pas comme ça. Donc, il est dans la modernité et en même temps, il reste dans cet aspect qui est un petit peu traditionnel, si vous voulez. C'est un vieux baron, voilà. Bon, mais en même temps, les barons nouveaux, c'est-à-dire ceux qui entourent par exemple Henri III et qui au contraire disent ben non, on ne peut pas agir comme ça brutalement, l'épée ça s'apprend, c'est extrêmement fin, il y a des coups de plus en plus multiples qui peuvent s'inventer, eux, ils enrichissent leur intériorité. C'est ça qui est nouveau, voyez. Et pour moi, ce qui est frappant, et je pense, j'espère que notre histoire de l'émotion le montre, ce qui est frappant, c'est que l'histoire montre une sorte de complexification, d'approfondissement et d'enrichissement de l'univers émotionnel, alors que la pulsion immédiate s'efface. Oui, mais il y a une question qui me paraît importante, c'est que je comprends très bien, c'est que si je vous suis, il y a un processus d'intériorisation des émotions, et en même temps, nous avons aujourd'hui quelque chose qui relève de la libération de la parole, de la verbalisation, disons, presque permanente de l'émotion. D'une certaine façon, on fait part de ces émotions, on les publicise, parfois toujours plus, ne serait-ce que parfois pour vivre un deuil, pour vivre un traumatisme. Comment vous expliquez à la fois ce phénomène d'intériorisation et de verbalisation? Ce que vous dites est extrêmement important et je trouve qu'effectivement ça mérite une explication. Alors je prendrai un autre exemple, voyez, qui est celui de la plage. Évidemment, le fait de se montrer nu au XVIIe, ou quasiment nu si vous voulez, sur une plage, aurait été absolument inacceptable, ça aurait été une folie. Pourquoi? Parce que c'était un appel à quelque chose qui restait encore de l'ordre pulsionnel, qui restait encore de l'ordre, je dirais, de l'émergence immédiate du désir, si vous voulez. Or, à partir du moment où le travail sur le désir se complexifie, s'approfondit, entraîne un certain nombre de résistances, entraîne un certain nombre de refus, d'impossibles, etc., paradoxalement, une liberté apparaît. Voyez, parce que le fait d'apparaître sur la plage en montrant en quelque sorte une partie de son anatomie ne réveille plus spontanément le fait de considérer que la personne s'offre au désir de l'autre. Et donc c'est bien parce qu'il y a un travail, c'est vraiment très important historiquement ce type de processus paradoxal, c'est bien parce qu'il y a un travail sur la retenue que peut commencer à apparaître un certain nombre de comportements qui auparavant eussent été des comportements au fond, d'appel à tout simplement la réaction émotive et violente. Cela signifie qu'il existe en fait une transformation de l'expression et de la visibilité. Exactement. Cela signifie qu'il y a un travail d'intériorisation extrêmement fort qui a été fait, qui autorise des manifestations qui deviennent complètement différentes, qui deviennent complètement tolérées, mais qui deviennent par ailleurs aussi et paradoxalement totalement libérées, à condition bien entendu que la retenue ait fait un immense progrès. Mais c'est très très compliqué comme question, parce que de l'autre côté, je sais bien qu'on peut opposer cet autre argument, à savoir, qu'est-ce que nous a... Vous voyez, il y a un contrôle, et je ne veux pas revenir sur ce que je viens de dire, il y a un contrôle qui grandit. Bon, mais comment se fait-il que le nazisme ait pu exister ? Vous voyez, comment se fait-il? Alors ça, c'est un paradoxe gigantesque. Je pense que c'est sans doute parce que le travail d'intériorisation n'a pas été suffisant. Je pense que c'est sans doute parce que la collectivité a donné le sentiment qu'il y avait une autorisation. C'est quand même fou, si vous voulez. Le gardien du camp au fond, crée une situation de désespoir absolu, de tragique total, dans des conditions d'épouvante dont on ne peut même pas imaginer l'intensité. Puis il revient chez lui, il s'occupe de ses enfants. Il y a un paradoxe fou, mais je pense qu'il faut assumer ce paradoxe. Et il joue au piano, etc. Il écoute de la musique, vous voyez? Voilà. Une dernière question qui est en lien direct finalement avec l'objet de ces rencontres. Existe-t-il une émotion commune entre le travail du chercheur, le travail du scientifique et le travail de l'artiste? Alors, moi je pense qu'il y a des émotions qui se recoupent, évidemment. Il y a des émotions qui se recoupent. C'est difficile de trouver spontanément comme ça des exemples, mais vous voyez, moi j'aurais tendance à penser que la manière dont l'artiste trouve une satisfaction à présenter quelque chose qui lui convient
converge avec la façon dont le chercheur trouve quelque chose auquel il ne s'attendait pas et qui grandit son travail. Et dans les deux cas, il y a une forme d'épanouissement, de satisfaction qui indiscutablement converge. Et d'ailleurs, ce que je trouve passionnant dans cette affaire de recherche-création, c'est que l'un peut s'appuyer sur l'autre. Moi, j'avais beaucoup travaillé sur ces questions-là lorsque je m'intéressais au processus éducatif. Et je voyais très bien qu'il y a une manière de travailler sur l'éducation en étant soi-même immergé dans le processus éducatif. Vous êtes dans une classe et en même temps, ce que vous faites entraîne un certain nombre de repères et vous allez ensuite... Ces repères naissent évidemment sur un mode réflexif, mais ce que vous faites naît sur un mode que je dirais quasiment artistique. Et ensuite, vous revenez, vous retravaillez là-dessus, ça devient un matériau, vous voyez, de la même manière que la création de l'artiste peut devenir un matériau sur lequel ensuite il travaille pour mieux comprendre la manière dont s'est organisée sa propre expression esthétique. La différence entre le travail du scientifique et le travail de l'artiste, c'est que dans le travail du scientifique, il y a une nécessité quasi épistémologique à tenir à distance sa subjectivité. Totalement. Totalement. Mais en même temps, vous voyez, dans le travail de l'artiste, lorsque il passe d'une situation de création à une situation de recherche, il faut aussi qu'il sache faire taire sa subjectivité. Dans les deux cas. Mais moi, je reviens à ce que je disais sur le plaisir que l'on peut éprouver à la réalisation. Et dans les deux cas, il y a une convergence. Ça, j'en suis absolument persuadé.